Bienvenue sur le podcast d'Esprit Startup. Je m'appelle Olivier Morin, je suis consultant formateur et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Avec ce podcast, je vous propose de découvrir le parcours passionnant de personnalités inspirantes, partager leurs expériences, savoir ce qui les met en mouvement et comprendre les clés de leur réussite. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour retrouver tous les épisodes du podcast et inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant des épisodes à venir. Bonne écoute! Merci d'être à l'écoute de cet épisode de l'émission Esprit Startup qui a été réalisé en partenariat avec la plateforme RH du Jura dans le cadre de son forum RH annuel et dont le thème cette année est Réussir le changement. La plateforme RH du Jura, c'est un groupement de partenaires acteurs sur les champs des ressources humaines, de l'emploi, de l'insertion et de la formation sur le territoire du Jura. Il s'agit de mutualiser des experts pour apporter une réponse globale aux TPE-PME du territoire en matière de ressources humaines à travers des animations territoriales et une offre de services ciblée. Je tiens tout particulièrement à remercier Rachel Thereau pour son soutien, pour m'avoir mis le pied à l'étrier pour ce podcast. J'espère que ce tout premier épisode vous plaira. Bonne écoute à tous! Eh bien, bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier podcast. Ce premier podcast qui a pour invité Philippe Gabillier. Philippe, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, je suis extrêmement heureux de vous recevoir. En tout cas, non, plutôt que vous me receviez, puisque je suis à Paris dans le 11e à l'ESCP Europe. Absolument. Et donc, j'ai eu la chance de découvrir Philippe sur un podcast de Mathieu Stéphanie de Cosa Vostra qui s'appelle Génération Do It Yourself. Et c'était un podcast sur les thèmes de prédilection de Philippe qui sont la chance, l'optimisme, l'audace. Et je dois dire que c'est une très très grande chance pour moi de venir ici aujourd'hui. Donc merci beaucoup Philippe. Et merci d'être là. On va parler changement aujourd'hui. Mais on va parler changement, bien sûr, en lien avec l'optimisme et la chance. Mais avant cela, Philippe, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît ? Eh bien, oui, avec plaisir. Donc, je suis Philippe Gabillier, j'ai 61 ans et je suis professeur de psychologie sociale dans une grande école de management qui est ESCP Europe. Alors, j'ai pas toujours été professeur, j'ai aussi été consultant pendant des années, dans les années 80. J'ai travaillé en entreprise, dans le monde de la banque et de l'assurance, pendant quelques années aussi. Et aujourd'hui, je suis à la fois prof, bien sûr, dans cette école, et j'ai une activité relativement soutenue de conférencier un peu partout en France sur, on va dire, sur mes sujets de prédilection. Vous êtes auteur aussi également. Oui, j'ai écrit pas mal d'ouvrages, les plus récents d'ailleurs portant sur ces mêmes sujets. J'ai fait Éloge de l'optimisme en 2010, Éloge de la chance en 2012, Éloge de l'audace en 2015 et L'art de changer de vie en 5 leçons qui est sorti en 2018. Donc tout ça est sorti aux éditions Saint-Simon et régulièrement réédité en livre de poche. J'ai lu. Oui, je crois que c'est plutôt des livres qui se vendent très bien. Oui, ça j'ai pas à me plaindre. Et contrairement d'ailleurs à tous ceux que j'avais pu écrire avant et que je ne vous ai pas cités, et qui étaient des ouvrages souvent très techniques, j'avais commencé dans les années 80, et qui étaient des livres qui, moi-même aujourd'hui, me font mourir d'ennui lorsqu'il m'arrive par accident de les rouvrir. Voilà. D'accord. Et à ESCP Europe, vous avez quel titre Ah non, moi je suis prof. Maintenant, j'ai dirigé plusieurs entités dans cette école. J'ai été le directeur académique de l'executive MBA, de la formation continue, du MBA full-time. Et aujourd'hui, je suis professeur associé, ce qui me convient parfaitement. Donc, je m'occupe de mes étudiants, de leur faire cours, d'assurer le suivi de leur mémoire et de leurs travaux de recherche. Et je suis très content comme ça. Voilà. Il me semble aussi que vous êtes à une ligue un peu spéciale. J'ai fait partie à l'époque, en 2010, on avait eu l'occasion de créer, avec des gens d'ailleurs
qui avait de grandes dimensions intellectuelles et humaines, puisqu'on a fait ça dans notre bureau d'origine, c'était Jean d'Ormesson, Éric Orsena, Éric Emmanuel Schmitt, Mathieu Ricard, avant, et on a créé la Ligue des optimistes de France, qui était la branche française, en fait, d'une association internationale d'origine nord-européenne, Belgique, Hollande, etc. Et donc on a créé la branche française. Derrière, on a créé une newsletter qui existe encore d'ailleurs, qui sort tous les lundis matin, qui est la Lettre Optimiste, à laquelle tout le monde peut d'ailleurs s'abonner gratuitement, puisqu'il suffit d'aller sur liguedesoptimistes.fr, de laisser son adresse mail, et on est abonné d'office. Et on a donc maintenant à peu près 74 000 abonnés en France, et on a aussi une trentaine de délégués régionaux dans toutes les régions de France pour faire vivre ces événements optimistes avec des dîners, des semaines à thème, des choses comme ça. Voilà. 74 001, puisque je me suis abonné. Eh ben voilà, formidable. Philippe, vous avez beaucoup travaillé sur le changement. C'est le thème du forum RH qui a lieu ce matin pour les auditeurs qui vont nous écouter juste après ce forum pour lequel le podcast a été créé. Changer de vie, c'est difficile ? Alors, ça dépend en fait de ce qu'on met derrière. Puisque dans le fond, on est tenté de dire au départ, changer de vie, laisser tomber, c'est pas possible, parce que vous en avez qu'une, quoi. Donc, on peut pas changer de vie comme on change de costume, vous en avez qu'une, il va falloir aller jusqu'au bout. En revanche, on peut, à certains moments de sa vie, changer quelque chose dans sa vie qui, par ricochet, va tout changer. Pour moi, il y a le changement de vie, c'est à la fois une bifurcation, c'est-à-dire que je vais faire demain quelque chose que je ne faisais pas jusqu'à présent, je vais faire un choix, je peux changer d'activité, je peux changer de lieu de vie, de territoire, je peux changer mes relations avec autrui, je peux aussi changer mes priorités de vie, enfin voilà, je vais faire une bifurcation, et cette bifurcation va aboutir à une reconfiguration. C'est-à-dire que ça va repartir, ça va totalement changer l'histoire dans laquelle j'étais. La bifurcation n'est pas obligatoirement une reconfiguration. Vous voyez, on peut changer, on peut dire, voilà, je m'expatrie. Je m'expatrie, je vais faire le même métier ailleurs. Voilà, donc je suis parti, il y a eu un changement dans ma vie. Est-ce que ça a véritablement changé ma vie ? Je ne sais pas. Puis vous avez des gens, ils vont tellement bifurquer dans plein de domaines que pour le coup, ça a tout changé. Si en même temps vous changez de lieu, d'activité et dans la relation que vous avez avec votre famille, vous en changez aussi, là pour le coup, ça va être un changement plus radical. Donc voilà, et ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un monde aujourd'hui où le changement de vie est devenu... Alors, on ne peut pas dire que c'est devenu un droit, mais... Nos ancêtres, même au niveau de nos grands-parents, arrière-grands-parents, à part quand on y était forcé, le changement de vie, c'était pas quelque chose, c'était pas un thème de société. Les gens qui changeaient de vie, généralement, ils n'avaient pas le choix. La guerre s'était mise là-dedans, ou des persécutions, ou des famines, ou des machins, mais on changeait pas de vie parce que on était obligé. C'était des changements subis. C'était souvent des changements subis, ou en tout cas, c'était le fait de désirer changer de vie qui permettait de reprendre le contrôle du truc. Aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on a cette idée, qui n'est pas sotte d'ailleurs, que notre champ des possibles est mais beaucoup plus vaste qu'autrefois, mais pour des raisons d'ailleurs qui sont évidentes. Si on remonte uniquement d'un siècle en arrière, un siècle et quelques, fin du 19e, début du 20e, quand on regarde bien, la connaissance est chère, voyager c'est coûteux et presque toujours risqué, se former ça coûte des... Bon, aujourd'hui... Bon, il y a toujours un petit investissement, mais quand on regarde la connaissance, elle est partout, voire gratuite. On peut voyager, mais pour des prix qui ont absolument rien à voir. Enfin, c'est vrai que dans le fond, la tentation de la vie autre. Alors pourquoi ? Le changement, c'est peut-être aussi ça, c'est... est-ce que j'ai vraiment la vie que je devais avoir ? Est-ce que j'ai été au bout de mes désirs ? Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de ma vie ? C'est toutes ces logiques-là qui font qu'à certains moments, peut-être pas H24, mais il y a des moments dans la vie, par exemple, où la thématique du changement apparaît très forte. Vous voyez, alors ça dépend des moments, mais on a des moments de vie comme ça. La crise de la quarantaine ? Alors là, ça c'est celle du milieu, celle-là, c'est celle de la crise de la quarantaine, 40-50 ans.
c'en est une. Vous avez des crises plus précoces. Vous avez par exemple ce qu'on appelle les bifurcations précoces, surtout des garçons et des filles qui ont autour de 25 ans et puis qui se disent maintenant j'ai fait des grandes études, tout ça, mais j'ai jamais voulu faire ça moi. Et donc la bifurcation va avoir lieu très tôt. Et puis on va avoir maintenant ce qui est très intéressant, ce que j'appelle moi les aurores tardives, c'est-à-dire 60, 65, 70. Et là la personne qui dit mais ça va, ça suffit quoi. Je vais pas finir comme je pars sur une autre histoire alors que logiquement mon entourage me dit c'est le moment de te calmer. Ben justement, j'ai toujours été comptable et je veux devenir pianiste professionnel. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de changer ? Qu'est-ce qui, lorsqu'on sent le besoin de changer, qu'est-ce qui va nous retenir à changer ? Parce que dans le fond, nous sommes des êtres, depuis que nous nous sommes sédentarisés, dans ce qui commence à faire un bail maintenant, nous sommes quand même des êtres d'habitude. Et donc, nous fonctionnons à partir d'une espèce une articulation entre tout un tas de zones de confort. Des zones de confort territoriales, des zones de confort relationnelles, des zones de confort d'activité. Et ce qui caractérise la zone de confort, c'est que c'est une façon d'être dans le monde, vous voyez, qui va avoir 3 caractéristiques. Généralement, ce qui est une zone de confort, c'est une zone connue, c'est-à-dire qu'on a les points de repère. Ensuite, c'est une zone qui est, on va dire, on pense qu'on la maîtrise, donc elle est contrôlée. On connaît, on contrôle, et généralement, en plus, il y a une certaine conformité. C'est-à-dire qu'une zone de confort est rarement révolutionnaire, vous voyez, bon. Et donc, c'est connu, c'est conforme, c'est contrôlé, donc c'est génial. Eh ben non. Parce que la zone de confort, parfois, ça c'est le grand paradoxe, il existe des zones de confort qui deviennent inconfortables. C'est-à-dire que je suis bien, mais non. Ça va pas, il y a un truc qui va pas. C'est pas normal, quoi. Mon travail... Et d'ailleurs, la zone de confort va pouvoir se traduire parfois par une zone un peu, peut-être par certains vous diront, d'endormissement. J'ai plus assez de challenge, j'ai plus assez de... Il n'y a pas assez de sel. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit une fois, j'avais aucune raison de changer de vie, mais mon problème, c'est que j'aurais voulu avoir toutes les raisons de garder celle que j'avais. Or, c'était pas le cas. C'est tout à fait différent de dire j'ai aucune raison de changer de vie et de dire j'ai toutes les raisons de garder la vie que j'ai. C'est tout le problème. Et c'est là où la thématique du changement de vie va commencer à apparaître, surtout le changement de vie désiré. Parce qu'on a toujours des changements de vie subis. L'accident de la vie, le divorce, le pépin professionnel qu'on n'a pas vu venir, etc. Donc de toute façon, parfois, le contexte se charge de nous bouger, de nous botter le derrière. Mais parfois, ça peut être aussi un désir, à certains moments clés, vous voyez, de dire voilà, maintenant je voudrais faire ça différemment, je voudrais vivre différemment. Oui. Et ça, c'est quand on décide de changer de vie, il y a un pas dans le vide à franchir. Mais il y a un pas dans le vide. Puis de toute façon, c'est pas... comment vous dire ? Il faut bien comprendre qu'on a tout un tas d'anticorps autour de nous. On a des anticorps psychologiques et des anticorps sociaux. Quand on veut changer quoi que ce soit d'important, si vraiment on veut changer un truc d'important, il y a des anticorps individuels, psychologiques. Vous voyez, c'est tout bêtement, c'est l'anxiété, la peur, le doute. Est-ce que je suis en train de faire le bon choix ? Est-ce que c'est bien raisonnable ? Et si ça se passe mal ? Voilà. Moi, il y avait une étude qui était sortie il y a 2 ans que je trouvais très drôle, dans laquelle, quand on demandait aux gens, mais alors, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de changer de vie, avec la vie de vos rêves, il y avait, je crois, 15-20% des gens qui disaient « mais est-ce que mon banquier va me suivre ?» Donc là, on se dit bien, on est des révolutionnaires, mais quand même, pas trop. Et surtout, les anticorps, ils sont sociaux. Alors ça, c'est très important, c'est de bien comprendre que notre entourage n'a absolument pas vocation à nous aider à changer. Ça, c'est un point clé. Plus les gens nous aiment, plus les gens nous apprécient, plus notre avenir compte pour eux, plus on va avoir tendance à nous maintenir dans une zone de confort. T'es trop jeune, t'es trop vieux, tu vas pas faire ça. Que vont dire les enfants ? Que diraient nos vieux parents ? Que vont dire les voisins ? Mais qu'est-ce qu'on va dire dans la profession si tu fais ça ? Et donc, on se rend bien compte que, ça c'est le secret du truc, c'est que tout individu qui veut changer de vie, si c'est un vrai changement de vie, il y a un critère, c'est que mon changement de vie est en train de faire sortir d'autres personnes qui m'ont rien demandé, de leur zone de confort.
Et c'est la raison pour laquelle, moi j'ai beaucoup défendu cette idée. Pour moi, l'une des premières caractéristiques du changement de vie, il y en a 2 en fait qui sont non négociables, il va falloir se préparer à négocier avec d'autres gens, et pas qu'avec soi-même. Il va falloir se préparer à apprendre des choses nouvelles qu'on ne connaît pas pour l'instant. Ça, c'est les 2 points qui, à mon avis, sont clés. Et je vais vous dire, dans un changement dans une organisation, c'est presque pareil. Pourquoi est-ce qu'un changement organisationnel, ça coince toujours ? Ça coince parce qu'un changement organisationnel réel, même si en fait il apporte beaucoup d'éléments positifs, il fait sortir plein de gens de leur zone de confort et il va donc falloir négocier. Oui, c'est une évidence. Oui, il y a une pression qui s'exerce sur tout le monde. Oui. Et il va falloir sortir de la tête haute. Mais oui, la tête haute. Et alors surtout, qui est liée, je ne sais pas comment vous dire, il y a des espèces de mythes au niveau du changement. D'ailleurs, pas uniquement dans le changement social, par exemple, le changement organisationnel, même changement de vie. On a longtemps été dans les travaux qui avaient été écrits, les bouquins, il y a tellement de livres qui sortent, que ce soit d'ailleurs en management, en économie, en développement personnel, en sociologie. On était sur cette idée selon laquelle, dans le fond, nous sommes tous plus ou moins des homo economicus, et donc nous avons une rationalité. Elle est limitée, mais nous avons une rationalité. Cette rationalité fait que, si nous prenons conscience du fait qu'un changement, quel qu'il soit, est porteur d'avantages durables, on devrait logiquement l'accepter. Mais si nous étions des homo economicus, c'est ce qui se passerait. Mais l'idée selon laquelle quelqu'un va accepter l'idée de changer parce qu'il a perçu les bénéfices qu'il va en retirer, intellectuellement ça tient la route, mais dans les faits ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que, n'oubliez pas, nous sommes donc des nomades sédentarisés, nous fonctionnons quand même à la zone de confort, qu'on le veuille ou non, et en fait on se rend compte d'une chose aujourd'hui, et c'est vrai dans tous les types de changements, faire changer un pays, une entreprise, changer sa propre vie, pour qu'un individu accepte l'idée de changer, il va d'abord falloir qu'il comprenne ce que ce changement lui permettra de conserver. C'est ça le point clé. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas identifié ce qu'on va conserver, il y a problème. Et le gars qui veut changer de vie, il veut tout chambouler. Typique vous dit, je veux tout chambouler. Mais il veut tout chambouler parce qu'il veut garder quelque chose. Il veut garder son identité. Il veut garder son équilibre. Il veut garder des désirs actifs, etc. On a toujours un truc à garder. Tant qu'on n'a pas touché du doigt ce qu'on va conserver, ça va être compliqué de faire changer les gens. Ça veut dire que accepter, en tout cas faire accepter le changement, c'est lever ses doutes, ses peurs et rassurer sur ce qui va être conservé, sur ce qui va rester constant. Et c'est toute la difficulté, parce que vous avez beaucoup de grands projets aujourd'hui de changement. D'ailleurs, on ne dira plus de changement aujourd'hui, on dira de transformation. Il y avait autrefois dans l'approche systémique, vous savez, en psychothérapie, on fait toujours une distinction entre les changements de niveau 1 et les changements de niveau 2. Le changement de niveau 1, c'est une modification, je dirais, d'adaptation. Et le changement de niveau 2, c'est une reconfiguration complète. En gros, pendant le changement de niveau 1, on va améliorer la qualité de la cire et du suif pour que la bougie tienne plus longtemps. Le changement de niveau 2, on va inventer l'ampoule électrique. Voilà, en gros. Donc vous voyez, on est sur des logiques qui ont absolument rien à voir. Et dans la vie, je dirais, dans la vie, c'est pareil. Et le changement de niveau 2, donc la transformation, elle, je dirais, elle va très très loin. Et s'il y a vraiment quelque chose qui est, on va dire, risqué en matière de changement, c'est du passé faisant table rase. Vous avez des entreprises qui s'étaient constituées sur des cultures très puissantes. Le jour où des dirigeants sont arrivés en disant à partir de maintenant, mesdames, messieurs, du passé façon table rase, c'est terminé, on change tout, plus rien ne sera comme avant, et ben ça a créé de la souffrance sociale. Il y a eu du dégât. Oui, donc il faut pouvoir expliquer le changement, il faut pouvoir expliquer surtout ce qui va être voilà, il faut aussi constant. Créer les conditions pour que les individus se l'approprient un tant soit peu. On voit très bien aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans notre pays par rapport aux retraites. C'est un cas d'école, à savoir, voilà, à un moment donné, on va quand même essayer d'aller voir un peu ce qu'il y a. Alors faire participer, c'est compliqué, parce que dans le fond, vous et moi, on n'est pas des experts du domaine, mais la moindre des choses, c'est que le fait de participer à la discussion rend la pédagogie peut-être plus efficace. C'est-à-dire que je suis prêt à plus écouter
des explications si on m'a donné la possibilité de donner mon avis avant, par exemple. Vous voyez. D'accord. Et donc, dans ces aptitudes à changer, il y a certaines personnes qui sont plus prompts à le faire, qui ont plus d'aptitudes, et d'autres qui ont beaucoup plus de freins. Et ça, c'est lié à quoi? C'est des comportements personnels, c'est des attitudes... De toute façon, il y a des apprentissages. C'est-à-dire que tout individu, adulte, au fil de son développement, a appris, a incorporé, si vous voulez, un certain rapport au changement. Oui, parce que l'enfant, il change tout le temps, il change son corps. Voilà. Si ce n'est que l'enfant, il est sur des changements qui sont pas contrôlés et inconscients. Donc, en gros, il grandit, ça ne rend pas compte, etc. Et puis après, il va commencer à faire un certain nombre de choix. Et vous direz, l'enfant, il a vécu lui aussi des changements. Je vous donne un exemple tout à fait banal. Vous avez des enfants qui avaient des parents qui étaient fonctionnaires ou militaires, etc., qui déménageaient tous les 2-3 ans. Quand vous prenez l'exemple des gens, ça a créé des expériences de nature différente. Vous avez des gens dont le sentiment, dans leur mémoire d'adulte, le fait que leurs parents aient déménagé tous les 2-3 ans, ça a fini à la fin par mettre en danger la cellule familiale et le couple. D'autres, pour d'autres raisons, ils ont vécu ces changements réguliers, ces déménagements permanents, comme étant au contraire quelque chose d'intéressant, ont changé d'environnement, de décor, etc. Ils l'ont bien vécu. Donc, vous savez, un individu, en fait, il ne fonctionne qu'à partir de la façon dont il a incorporé des expériences. Les expériences ne sont jamais les mêmes. Même la maladie, vous voyez, même la maladie peut être vécue, c'est une expérience douloureuse, ou le handicap qui va être vécu, ce sont des changements durs parfois, mais ces changements-là vont être vécus par certains comme ayant été vraiment des contraintes, ça les a bloqués, ça les a essentiellement empêchés d'eux, et d'autres vous diront, du fait de mon handicap, aujourd'hui ma vie est devenue plus difficile, mais grâce à ce handicap, aujourd'hui, j'ai découvert telle ou telle chose. Et ça, et le problème bien sûr, c'est que là, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que c'est compliqué de décider à l'avance comment est-ce qu'un individu va incorporer et interpréter une expérience qu'il a vécue. Donc c'est essentiellement de l'acquis, l'aptitude au changement, c'est l'expérience, c'est le vécu. Ouais, moi c'est pas un problème de compétence. Moi, je pense que la résistance au changement, elle est quand même inscrite assez fortement dans le génome. Dans notre reptilien. Mais oui, parce que voilà, c'est pas. Je vois, il y a un cartoon que j'ai vu récemment, encore assez drôle, où on voit une grande salle où il y a un orateur qui demande à une foule qui veut changer, qui est pour le changement, tout le monde lève la main, il dit bon mais qui veut changer, et là plus personne ne dit rien. Voilà, on est là-dessus. Oui, moi je pense que vraiment le changement en tant que tel, même si les gens d'ailleurs ont conscience, parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on dit oui ok j'ai compris, il va falloir bouger, très bien, bon. Mais j'ai pas de raison de changer facilement. Il va falloir me convaincre, il va falloir m'expliquer. De toute façon, c'est un processus aujourd'hui qui n'est plus négociable, le changement. Oui, on est confronté tous les jours à ça. Voilà. Et c'est vrai qu'il va falloir que les modalités interviennent. Alors, sachant que vous avez des modalités qui en elles-mêmes sont porteuses. Vous avez des situations qui sont tellement urgentes que si on ne change pas, on est mort. Donc là, une fois que les gens l'ont compris, ils vont peut-être y aller un peu en traînant les pieds au début, mais de toute façon, on ira, parce qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas d'autre option. Mais pourtant, on peut citer quelques exemples, et je pense que des gens qui ont travaillé avec certains chefs d'entreprise pourraient en témoigner. On a certains chefs d'entreprise qui, pour des raisons ou pour une autre, savent qu'ils doivent changer parce que l'entreprise est en difficulté, et pourtant ils ne prennent pas les décisions de le faire. Enfin, ils ne prennent pas les bonnes décisions. Alors, c'est quel mécanisme ça ? C'est une résistance, mais on sait qu'on va dans le mur, mais on ne prend pas la bonne décision. Là, oui, vous savez, la question c'est, quand on prend une décision de changement, il y a plein de questions qui tournent autour, il y a une galaxie de questions autour. D'abord, il y a la question des ressources. Pas neutre, c'est est-ce que je voudrais que tout change, est-ce que j'ai les ressources ? Les ressources, c'est l'argent, la finance, l'humain. Voilà. Est-ce qu'on a les compétences en interne ? Ou on les a pas encore ? Bon. Est-ce que j'aurai les soutiens ? Les soutiens d'administration, les soutiens du comité de direction, les soutiens des actionnaires.
Est-ce que dans le fond, je me sens capable de mener ce projet à terme? Il y a aussi un problème de confiance en soi. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que on peut être totalement conscient du changement. Mais d'ailleurs, généralement, ce qu'on va dire, c'est qu'on n'est pas prêt. Or, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, quelle est la meilleure façon de ne pas mener un changement? C'est d'attendre d'être prêt. Parce que, faut bien l'admettre, on ne l'est jamais. On n'est pas prêt. Sincèrement, aujourd'hui, on n'est pas prêt pour la réforme des retraites. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, elles ne sont pas vraiment prêtes pour passer au digital. Et alors, si on attend d'être prêt, on ne fera jamais. C'est-à-dire que ça deviendra une espèce d'horizon mental qui se déplacera au fur et à mesure qu'on avancera vers lui, quoi. Oui, c'est un peu le contre-pied que veut prendre une méthode agile, par exemple, où on dit faisons, commençons, démarrons. De toute façon, on ne sera jamais suffisamment prêt. Oui, de toute façon, le réel, le monde réel, est fait de solutions qui sont la plupart du temps temporaires, partielles et imparfaites. Ça s'appelle la vraie vie. Bon. Alors bien évidemment, c'est pas une excuse en soi, c'est-à-dire que c'est pas une excuse pour faire du dégât, entre autres faire du dégât humain, bien évidemment. Mais en tout cas, et ça d'ailleurs, ça pose comment vous dire, le problème du rapport à la décision de changer. Et qu'on change d'ailleurs qu'on change un pays, qu'on change une entreprise, qu'on se change soi-même dans sa vie, à un moment donné, on doit prendre une décision. Bon, soit cette décision, en fait, on la prépare. On va la peser, on va peser le pour et le contre, on va prendre conseil, on va peut-être même, pourquoi pas, faire des simulations, des scénarios au niveau économique, etc. Bon. Et on se dit, voilà, à un moment donné, j'ai mes datas, j'ai ma donnée, ça y est, je prends ma décision, et puis après, on va la mettre en œuvre. Mais oui, mais ça, ce type d'approche est tout à fait rationnel, il est même tout à fait pertinent, à condition qu'on ait tout notre temps, qu'on est sûr d'avoir toutes les données et qu'on soit en environnement stabilisé. Si on est dans un environnement d'urgence, qu'on n'est pas sûr de la qualité des données qu'on a et que l'environnement est turbulent, ce genre d'approche est totalement invraisemblable. La bonne décision, c'était un grand chef d'entreprise dans les années 80, je crois que c'était Jean-Marie Descarpentries, qui était le PDG de Carnot Metal Box, qui avait dit ça, je crois me souvenir. Et il avait dit une chose formidable, il avait dit, vous savez, un patron, c'est fait pour décider. Et le journaliste qui l'interrogeait lui dit, mais alors, monsieur Descarpentries, c'est quoi pour vous une bonne décision ? Pour vous qui êtes le patron. Alors, il dit, c'est très simple. Une bonne décision, c'est une décision que je prends. Et qu'à partir de cet instant, je vais tout faire pour essayer de rendre bonne. C'est-à-dire cette idée qu'en environnement complexe, la qualité d'une décision, quelle qu'elle soit, se constitue après qu'on l'ait prise, et non pas avant. C'est-à-dire, je vais faire la qualité de ma décision une fois que je l'aurai prise. Ce que d'ailleurs n'importe quel urgentiste vous dira. Il y a quelqu'un arrive, on prend une décision d'action, on informe tout le bloc, toute l'équipe chirurgicale, le gars on part au bloc et voilà, à partir de maintenant on sait que c'est ça qu'on doit faire et tout le monde va faire en sorte que c'est cette idée-là. Et dans le changement de vie c'est pareil. Ça me fait penser un peu à ce que pouvait dire Freud par rapport à l'éducation des enfants où des parents le questionnent en lui disant mais comment on doit éduquer nos enfants et Freud répond faites, de toute façon vous ferez mal et après vous ajusterez. Oui, absolument, ça sera, voilà, faites ce que vous voulez, ça sera raté. Oui, on est un peu là-dessus, c'est-à-dire que il faut aussi apprendre ce qu'il voulait aussi dire à travers ça, c'était que dans tout changement, aussi managé soit-il, aussi contrôlé soit-il, il y a un paquet de trucs hyper importants qu'on ne contrôlera pas. Oui. Parce que je ne maîtrise pas les perceptions des gens, je ne maîtrise pas leur expérience vécue, et donc voilà, je suis dans une logique d'adaptation, de régulation. Je dois réguler en permanence ce qui se passe dans la tête des gens, dans leur comportement, dans leurs interactions. Alors à côté de ça, je peux aussi avoir une espèce en tête, vous voyez, une espèce de vision, c'est-à-dire j'ai en gros un état cible de là où je voudrais aller. Oui. Changement de vie, moi dans 10 ans, je voudrais être à la campagne, avec un niveau de stress inférieur à aujourd'hui, travailler de mes mains et avoir... Bon, on peut avoir un état cible. Après, derrière, les modalités pour y arriver, il y aura des négociations et des apprentissages qu'il va falloir faire. Donc il faut prendre la décision, il faut avoir l'audace de le faire. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez, je serais tenté de dire, la réflexion s'arrête là où le courage commence, quoi. Oui, il faut mettre un pas dans le vide et après voir. Voilà. Et tant qu'on le fait, et personne ne peut le faire pour soi. Oui. Donc, faut bien comprendre que quand on vous dit « Ah non, mais
j'aurais pu changer, j'aurais voulu, mais vous comprenez, je suis pas totalement responsable, puis j'avais la famille, j'avais tout ça, je pouvais pas. Non, il n'y a pas d'eux. Il y a tout un tas de gens qui avaient des familles, etc., et ils ont pris une décision et ils ont assuré derrière. D'autres, au contraire, ça s'est mal passé. Mais il y en a, au contraire, eux, ils ont pris la décision de rien changer, ça s'est mal passé aussi. Donc, in fine, nous sommes tous le résultat, en grande partie, des choix qu'on a faits. Et celui qui décide de ne pas choisir, il vient de faire un choix. Voilà. Exactement. On en vient à la question de l'optimisme, parce que finalement, faire un choix et avoir l'audace de le faire, ça veut dire aussi qu'il faut une bonne dose d'optimisme derrière, en se disant que c'est le choix qui va qui va améliorer notre vie. Une bonne dose. Disons qu'il en faut un peu, mais l'optimisme et le pessimisme, les deux attitudes, un informaticien du cerveau nous dirait que optimisme et pessimisme sont installés d'office à la naissance. C'est-à-dire qu'un être humain naît avec un circuit de la peur et un circuit de l'espoir. Et heureusement qu'on est avec ça, parce que sans ça, on ne survivrait pas. Le circuit de la peur, c'est ce qui fait qu'un bébé, un bruit violent, une lumière très forte, la lumière qui s'éteint, sa mère qui disparaît, il a peur. Il ne sait pas pourquoi, mais il a peur. Le même bébé, il va commencer à marcher, il va se casser la figure, il va tomber, se cogner. Jamais il arrêtera. Jamais il dira à un moment donné, non, il y en a marre, j'arrête, ça suffit. Ça fait trop mal. Bon. Donc on a ça. Les deux circuits, ils sont innés. Et ils vont effectivement, nos expériences de vie, notre éducation fait qu'ils vont, de toute façon, on va communiquer avec eux, quoi. Et l'éducation, les messages d'éducation, les expériences de la vie, tout ça, font que nous arrivons à l'âge adulte avec, on va dire, un certain niveau de négociation entre les deux. Un certain nombre d'entre nous ont confié leur maison intérieure plutôt à leur optimiste et ils ont gardé le pessimiste comme régulateur. Et d'autres, je dirais, ont plutôt confié leur maison intérieure aux pessimistes et heureusement, pour ne pas déprimer totalement, ont gardé un régulateur optimiste. Et certains essayent de garder un équilibre entre les deux, mais c'est très très compliqué parce que la nature a horreur du 50-50, si vous voulez. Donc voilà. Donc on apprend à fonctionner avec les deux. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'optimisme est vraiment une énergie de mise en action et le pessimisme est une très belle énergie de protection, d'alerte, de régulation du risque. En revanche, pour faire des choses nouvelles, pour sortir du cadre, sortir de sa zone de confort, l'optimisme est une ressource cognitive, affective, intéressante, puisque l'optimisme, c'est d'abord une façon de percevoir le monde. Oui. Alors, si je perçois le monde en optimiste, ça veut dire que à partir de la réalité de ce qu'est ce monde. Le point de départ est toujours de la lucidité. Je vois le monde comme il est, mais je dis, mais tant qu'à faire, puisque le monde est comme ça, je vais d'abord aller voir ce qui va bien. Où sont les forces? Où sont les potentiels? Qu'est-ce qui marche bien? C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est terrible. Hein, il y a le climat, le machin, tout ça, des tas de trucs qui vont pas. Bon. Mais pour pouvoir affronter ça, il faut quand même aussi se dire, attendez, ok, mais il y a des choses pas mal quand même. Les guerres reculent, la pauvreté recule partout. Je dirais le seuil de pauvreté absolue, c'était 80% de la population mondiale en 1800. C'est plus que 15% de la population mondiale. C'est trop, hein, mais ça bouge. Les maladies reculent. Il y a plein de choses qui, heureusement, reculent. Donc, regardons aussi ça percevons le monde avec ses potentiels. Le deuxièmement, l'optimiste vous dit, bon, on va faire un pari. Le pari qu'il y a des solutions qui existent quelque part. On n'a pas pensé à tout. On ne va pas obligatoirement dans le mur. Il y a une logique, vous voyez, non seulement de perception du monde, mais d'anticipation aussi. Dire, tiens, et si c'était jouable? Et si on pouvait en faire quelque chose? C'est un créateur de solutions. Oui, et donc voilà. Et donc, qui dit solution, dit passage à l'action. C'est-à-dire que la caractéristique fondamentale, notre petit optimiste intérieur a tendance à nous transformer en acteur, alors que notre petit pessimiste intérieur a tendance à nous laisser en spectateur. Oui. On verra ce qui va se passer, on verra bien. Mais j'insiste bien, les deux ont leur raison d'être. Je pense qu'un homme ou une femme équilibrée, c'est quelqu'un qui a réconcilié les deux en fonction aussi de l'environnement. Parce que vous êtes dans une situation de vie, par exemple, où vous êtes face à un risque vital, et vous n'avez pas la main, il vaut mieux être pessimiste. Hein. Mais pessimiste, ça ne veut pas dire renoncer. Parce que le pessimisme dans la vraie vie, c'est quoi? C'est parce que je suis pessimiste, un peu, que je m'assure. Hein. Je m'assure sur la vie.
j'assure ma baraque, j'assure mon fonds de commerce. C'est parce que je suis pessimiste que je monte un système de veille sur mes concurrents, sur la techno, que je fais de la gestion des risques. C'est parce que je suis pessimiste, fondamentalement, que j'ai à faire un plan B. Mais vous comprenez bien que ce pessimisme-là, il est hypertonique, il est hyper positif. C'est ça qui est intéressant. Donc, ce qui est dangereux, en fait, c'est ni l'optimisme ni le pessimisme. Hein. Ce qui est dangereux, c'est la passivité. Parce que l'optimiste passif, il fout rien, il va dire ça va bien se passer. Ah bah attends, non, ça va être vachement dangereux. Et le pessimiste passif vous dira mais à quoi bon, de toute façon on va tous crever. Oui. C'est là où il y aura problème. Oui. Mais les deux, vraiment, moi je suis tout à fait contre cette espèce d'injonction un peu bébête que je vois traîner beaucoup là chez certains gourous. Voilà, il faut être l'optimiste a tout compris de la vie, le pessimiste n'a rien compris. Ah non, pas du tout. Ce qui compte dans la vie, c'est d'être lucide et avec cette lucidité de dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire qui permette de construire des choses. Donc le pessimisme en soi n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est le renoncement, c'est le cynisme, c'est ça qui est dangereux. Oui, donc un leader ou un chef d'entreprise, il doit forcément avoir du pessimiste et par contre, il doit avoir une bonne dose d'optimisme pour faire avancer tout le monde. L'optimisme, c'était vraiment une énergie relationnelle. Moi, j'ai souvent dit, l'optimisme, c'est ce qui est extraordinaire, c'est très green de ce point de vue-là, parce que je pense que l'optimisme, c'est une énergie relationnelle, et c'est une énergie relationnelle renouvelable. Et pourquoi est-ce qu'elle est renouvelable ? Il y a une raison technique, hein. C'est renouvelable l'optimisme parce que ça augmente au fur et à mesure qu'on le partage. C'est-à-dire que plus je partage mon optimisme, plus j'accrois, plus j'apprends en fait à mon environnement à percevoir un peu différemment, à anticiper le fait qu'il y a peut-être des solutions, à aimer l'action et à un moment donné renoncer à la posture de spectateur pour passer à celle d'acteur. C'est ça aussi, hein. Il y a une espèce de contamination. Oui, finalement, vous parliez dans une des vidéos que j'ai pu voir de vous, vous parliez de l'extincteur, du drain ou du radiateur. Dans le fond, si on voulait ramener ça à des images, il y a des images. On a en nous, on est tous à la fois des radiateurs et des drains. Quand je dis des drains, d'ailleurs, techniquement, on appelle ça des buses. Il n'y a pas de hasard. Hein. Bon. Et donc, un radiateur, ça crée de la chaleur. Mais si ça se met à créer trop de chaleur et qu'il n'y a pas, ça peut cramer. Bon. De même qu'un drain, c'est quelque chose qui va évacuer du toxique. Bon, donc ça peut être pas mal, un drain. Le problème, c'est que le drain, des fois, il peut aussi vous plomber l'ambiance, quoi, parce qu'il va drainer l'enthousiasme, il va drainer l'énergie, il va drainer le désir. Alors là, ça sera moins cool. Mais je dirais, le radiateur et le drain ne sont pas ni bons ni mauvais en soi. C'est toujours par rapport aux circonstances dans lesquelles on est. C'est-à-dire pour ça que optimisme ou pessimisme, en le fond, c'est des traits de caractère. On vit avec, mais ce qui compte par-dessus tout, c'est le discernement, quoi, hein, c'est-à-dire l'intelligence de situation. Dans la situation où je suis aujourd'hui, qu'est-ce qui va créer de la valeur et du désir chez les gens ? L'optimisme ou peut-être le pessimisme, hein. Parfois, dans les situations de crise, il faut que je crée un pessimisme créatif, un pessimisme tonique chez les gens, en disant, voilà, on va étudier ensemble comment ça va se passer si par hasard ça tourne mal. Comme ça, on sera prêt. Mais ça, c'est pas du tout plombant. Oui, c'est de la gestion des risques. Bien sûr. Ouais. Donc le leader, il y avait une image que vous avez déjà pris, que je trouve extraordinaire, c'est un optimiste dans la cabine de pilotage et un pessimiste dans la soute. Oui, il y a ça aussi, tout à fait. En gros, c'est optimisme, moi je dis toujours, le principe c'est optimisme de but, pessimisme de chemin. Optimisme de but. De toute façon, on a tout ce qu'il faut pour y arriver, atteindre l'objectif, arriver au bout, découvrir la terre promise. On va y arriver. Pessimisme de chemin, bon, ça va pas être facile. Il y aura des retours en arrière. Mais voilà, ces retours en arrière, ce sera aussi des moments d'apprentissage. Ça sera des moments on verra bien. Mais on a absolument besoin d'avoir des leaders qui disent de toute façon, on va s'en sortir. On va y arriver. Et ce qu'on demande aujourd'hui à un leader, c'est de porter un triple message de confiance. Un message de confiance sur le but. On va y arriver. Un message de confiance sur les gens qu'il y a autour de lui. Vous avez, chacun d'entre vous, en vous, la capacité à faire en sorte qu'on y arrive. Et enfin, une réassurance sur la relation qu'on a entre nous. Moi, qui suis votre patronne, votre patron, votre chef, moi j'ai confiance en vous. Donc pour moi, le secret de la réussite durable, c'est la triple confiance. Hein. Confiance dans le but qu'on va atteindre,
confiance dans les gens qu'il y a là. À l'endroit où vous avez ce qu'il faut. Et si par hasard vous n'avez pas ce qu'il faut, vous avez la capacité à l'acquérir. Donc on va faire avec. Et puis il y a la confiance en nous, quoi. En nous en tant que notre relation à nous. Donc lorsqu'on a un changement à gérer, lorsqu'un leader ou un patron doit gérer un changement, il doit forcément gérer des émotions, il doit forcément avoir à rassurer, donc effectivement cette notion de confiance est importante, mais est-ce qu'il doit aussi pouvoir donner montrer la chance que ça peut être ? C'est ce que vous appelez le but ? Oui, alors disons la chance, je ne sais pas trop. Là pour le coup on reprendra un vocabulaire plus tradit. C'est vrai que arriver à faire comprendre à quelqu'un l'opportunité que pourrait représenter un changement pour lui ou pour elle, en soi, c'est un élément. Mais c'est pas toujours évident. Hein. Il faut bien comprendre que là aussi, il y a un discours, vous voyez, là on est obligé de parler un peu vrai là-dessus. Je veux dire, le changement, il est ni bon ni mauvais en tant que tel. La faiblesse de beaucoup de littérature managériale sur le changement, c'est qu'on a l'impression que celui qui résiste au changement, il n'a pas tout compris. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Enfin, pas toujours le cas. Il faut être obligé de dire que parfois, vous avez des gens, ils résistent au changement, mais ils ont d'excellentes raisons de le faire. Hein. C'est que qu'on le veuille ou non, et on le voit très bien, hein, le monde des entreprises aujourd'hui n'est pas un monde fondamentalement bienveillant. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas bienveillant ? C'est parce que c'est pas de la famille, quoi. On n'est pas sur une communauté, non. On est sur une organisation qui a des objectifs d'efficacité et d'efficience. Donc parfois, pour que l'efficacité soit au rendez-vous et que l'efficience soit au rendez-vous, on va faire des changements où le métier du monsieur ou de la dame, demain, il sera moins intéressant. Ouais. Il y aura peut-être moins d'intérêt pour lui. Et voilà, quoi. C'est juste, il faut accepter le fait que parfois les résistances au changement sont justifiées. Et après, le rôle de la boîte va être de dire, alors est-ce que vous voulez vivre avec ça, ou est-ce que peut-être qu'il faut qu'on vous aide, on a une espèce de devoir moral, vous aider à aller chercher ailleurs d'autres sources d'épanouissement. Mais il faut bien comprendre que résister au changement, parfois, c'est tout à fait légitime. Hein. C'est-à-dire que le changement qu'on est en train de mettre en œuvre dans l'entreprise, il est super génial pour les actionnaires, pour les économies, mais pour les gens qui travaillent, en termes de sécurité, de confort, de plaisir, de machin, ils ne gagneront pas grand-chose. Mais il faut l'admettre, hein, parce que ça s'appelle la vraie vie. Hein. Voilà. Oui, donc après, on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est de la négociation, c'est de la résistance jusqu'à trouver un équilibre. Mmh. Finalement, le changement, c'est toujours un mouvement entre deux équilibres. C'est une espèce de... On pourrait peut-être dire que c'est plutôt un mouvement entre deux déséquilibres. C'est pas un hasard si on dit toujours que quelqu'un... c'est formidable, vous et moi, on marche. Mais la marche, quand on y réfléchit bien, c'est dément. Hein, le centre de gravité, il se balade. Pour pouvoir marcher, on est obligé de se mettre en déséquilibre et se rattraper sur le déséquilibre. Ça a l'air évident comme ça, mais c'est pas du tout ça. On se rend bien compte que pour pouvoir avancer, on avance en fait en enchaînant les déséquilibres. Ça s'appelle marcher. Je vous parle même pas de la course à pied. Hein, voilà. Merci Philippe. Encore une question, est-ce que vous avez des petits outils pratiques, des règles pour réussir le changement ? Est-ce qu'il y aurait une recette secrète ? Non, les recettes secrètes, moi j'y crois pas trop. En revanche, je pense à que quelqu'un qui veut changer, je veux faire changer une entreprise, je veux changer dans ma vie, etc. Vraiment, la première question, c'est vraiment d'être extrêmement clair sur le but, l'état cible, ce que j'appelle moi l'état cible visé aujourd'hui. Ça pourra peut-être changer d'ailleurs au fil du temps, mais au moins au départ, voilà ce que moi je cherche, voilà ce que je veux atteindre. Voilà la vision que j'ai moi de ce changement. Et cette vision-là, il va falloir que je la partage. En la partageant, j'ai déjà à me mettre en déséquilibre, comme quand on marche. Je me mets en déséquilibre, puisque si je la partage, je vais susciter des objections. Ces objections, toute objection face à un changement, toute objection doit vraiment être considérée non pas comme une marque de résistance, non pas comme de la mauvaise volonté. Moi, j'ai toujours dit aux dirigeants avec qui j'ai travaillé, une objection, une résistance au changement, c'est presque toujours une question cachée.
C'est-à-dire qu'en fait, la personne résiste parce qu'elle est en train de se poser une question à ce moment-là, qu'elle n'ose pas ou qu'elle ne veut pas exprimer. Et tant que vous n'aurez pas trouvé la question qui est cachée derrière cette résistance, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Donc, ce changement, on a un état cible, on va l'illustrer, on va susciter des choses. Derrière, il y aura des négociations. Et dans la quasi-totalité des processus de changement, que ce soit collectif, individuel, il y a une logique d'apprentissage. C'est-à-dire que pour pouvoir passer le cap de ce changement, nous allons devoir collectivement apprendre à fonctionner différemment dans tel ou tel domaine. C'est-à-dire qu'il faut un changement qui ne serait pas à un moment donné transformé en apprentissage, que ce soit un changement individuel, voyez, ou un changement collectif, n'était probablement pas un véritable changement, et alors encore moins une transformation. Oui, donc ça veut dire qu'il y a obligatoirement de la formation derrière, il y a obligatoirement des... Je dirais c'est d'ailleurs vrai, quand je dis de la formation, en tout cas oui, des apprentissages, mais je vous donne un exemple. On va prendre un exemple qui est très 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 intime. Un individu, il a 40 ans, il est cadre sup dans une grande entreprise, il travaille dans une tour en banlieue parisienne, dans un grand quartier d'affaires, etc. Et à un moment donné, il se rend compte qu'il ne va pas grandir ses enfants, sa santé, c'est pas ça. Dans le fond, ça ne lui a jamais plu de faire de conseiller en stratégie, il aurait voulu faire autre chose, etc. Mais à un moment donné, il arrive à convaincre son épouse, par exemple, et que, allez, on va se tirer d'ici, on va prendre une chambre d'hôte, on s'installe dans le Vercors, etc., etc. Inutile de vous dire que, au-delà de la passion du début, va falloir que tout le monde collectivement apprenne à fonctionner différemment. Il ne s'agira plus, là, pour le petit, de prendre un métro, puis 10 minutes après, d'être à l'école machin dans le 16e. Il s'agira de prendre un bus, etc., pour aller peut-être à une école qui a 30 bornes. Pour aller faire les courses, ça sera, il faudra voir où on les fait, les courses, comment. Et au quotidien, on va vivre comment. On se rend compte qu'un processus de transformation dans une entreprise, dans un pays, dans une vie, va obliger les gens à fonctionner différemment. On parlait tout à l'heure de ce fameux exemple social et économique aujourd'hui, qui est l'histoire des retraites. Mais de toute façon, la question est la suivante. Dans les années qui viennent, comment nous tous allons-nous devoir apprendre à fonctionner différemment avec nos revenus, notre patrimoine, pour nous préparer des retraites décentes ? On peut pas. Si on laisse toute la responsabilité à l'État, on est mort. La question aujourd'hui, c'est toujours de se dire, mais moi, à titre individuel, dans ce processus collectif, qu'est-ce qui m'est imputable ? Qu'est-ce qui est de ma responsabilité ? Et je pense que c'est ça, d'ailleurs, dans le changement, il y a un ingrédient qu'il faut, à un moment donné, un ingrédient dangereux, avec lequel il va falloir jouer, qui va être le sentiment du libre arbitre des acteurs. Tant qu'un individu n'a pas repris contact avec son sentiment de libre arbitre, qu'est-ce qu'il a dedans et qu'est-ce qui est mon problème ? En quoi fais-je partie de la solution ? Tant qu'on n'a pas répondu à cette question-là, on reste en dépendance et donc en fragilité. Oui, le but, c'est pas de rester passif, mais plutôt de pouvoir agir sur notre environnement proche. Quoi. Autant on peut... Il ne faut pas confondre la passivité et le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est qu'à un moment donné, je décide temporairement de laisser venir. Voilà. Mais c'est le lâcher-prise, c'est on va... je dirais, l'animal qui se sent, à un moment donné, vous avez des animaux dans la jungle, ils se sentent, ils sont agressés, il y a un prédateur autour, et ils font les morts. Faire le mort, c'est pas de la passivité, c'est du lâcher-prise. Oui. Voilà. Et c'est un pari, bien évidemment, le lâcher-prise. Voilà. Rien à voir avec la passivité. Passivité, c'est vraiment, bon, allez, on verra bien. Je fais rien, j'attends de voir ce qui va se passer, on verra bien. Oui. La passivité, c'est le gars tout seul au milieu du désert, assis dans le sable, qui bouge pas, et qui dit, il va bien passer quelqu'un quand même. Et ça, c'est la passivité. Ça, c'est dangereux. Oui, ou le renoncement, où là, on baisse les bras et on se laisse mourir, finalement. Est-ce que, alors je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais est-ce que le podcast pourrait être un outil au changement, une aide au changement ? On parlait d'apprentissage, est-ce que... Alors, le podcast, en fait, il est extrêmement intéressant comme outil de communication, surtout en ce qu'il s'oppose à d'autres. On a bien vu que depuis les réseaux sociaux, dans le monde digital qui est le nôtre, depuis maintenant à peu près 15-20 ans, quand vous parliez de YouTube, il y a encore quelques années, YouTube, c'est des vidéos.
Or, en fait, ce qui est très frappant aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube, moi je suis un grand YouTube, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans YouTube, c'est aussi le son. C'est-à-dire, il y a une image fixe et je vais avoir quelque chose qui va durer un certain temps. Les vidéos, par exemple, aujourd'hui, une vidéo pertinente, on sent bien qu'au-delà de 3-4 minutes, le niveau d'attention baisse. Ce n'est pas vrai pour les podcasts. Le podcast, parce que d'abord, les conditions dans lesquelles on l'écoute et donc on en bénéficie sont multiples, le podcast, c'est un outil qui permet à la pensée de prendre son temps. Ce qui n'est pas le cas de la vidéo. La vidéo fonctionne sur de l'impact. Le podcast fonctionne sur de la maturation. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et de même que vous avez des gens aujourd'hui, ils vont aller sur YouTube pour trouver des tutos. Vous voyez, un tuto, c'est pour apprendre. Eh bien, je pense que le podcast, ça va continuer comme ça, a vocation à devenir, les podcasts ont vocation à devenir des tutos de la pensée. Et c'est en ce sens qu'ils sont intéressants. Je pense qu'une vidéo peut m'apprendre à faire. Un podcast va m'apprendre à penser, à réfléchir, à élaborer différemment mon rapport au monde, parce que d'ailleurs, il va y avoir du temps. Ouais. Et il y a aussi du partage d'expériences, du partage de solutions. Et aussi du partage qu'on pourrait retrouver avec d'autres supports quand même, je pense. Mais encore une fois, ce qui est la grande force du podcast, c'est le temps. On dit toujours, il y avait un vieux, je crois que c'est Paul Morand qui le rappelle ça, mais c'était un vieux paysan qui disait « Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui ». Et c'est en ce sens d'ailleurs que je pense que le podcast est un outil de changement probablement plus puissant que la vidéo. Au même titre que les livres, par exemple. Ouais. Alors à ce sujet, les livres, est-ce que vous avez quelques références à nous donner pour aider nos auditeurs disons que, alors, moi je suis à réussir le changement. Moi, j'ai un point de vue de psychologue social, si vous voulez, mais j'ai quand même parce que j'ai réfléchi à ça. Alors vous avez un livre qui est un livre au départ pour thérapeutes, mais qui est un livre de poche qu'on trouve très très facilement, qui est le livre de Paul Václavic, qui s'appelle Le changement, au pluriel. Paradoxe et psychothérapie. Alors c'est comment est-ce que, en utilisant le paradoxe, on va amener des gens à reconfigurer leur rapport au monde et à les faire changer. Donc c'est un livre qui est très stimulant intellectuellement, que l'on soit d'ailleurs un homme ou une femme d'entreprise, qu'on soit un père ou une mère de famille, qu'on soit un ado. Voilà, moi j'ai lu ce truc-là, j'avais 18 ans, j'en ai plus de 60, et ça m'a vraiment beaucoup frappé. Alors de Paul Václavic, je peux recommander aussi deux livres qui sont extraordinaires. C'est Comment réussir à échouer, qui est très drôle. Qui est très drôle. Extrêmement drôle. Et Faites vous-même votre malheur, qui est également dans le paradoxe. Voilà. Alors ensuite, d'un point de vue plus individuel, vous avez un collectif qui s'appelle Pourquoi c'est si dur de changer, qui a été publié chez Duno il y a quelques années, où on le trouve sans trop de difficultés. Et pourquoi c'est si dur de changer ? Ce sont en fait 3 conférences faites par 3 individus qui parlent de choses différentes. Un parle du changement individuel, l'autre parle du changement relationnel, et le troisième parle du changement collectif. Donc les auteurs, c'est Bruno Jarosson, Bernard Jobert et Philippe Vandenbulck, c'est chez Duno. Pourquoi c'est si dur de changer ? Moi, c'est un livre que j'aime énormément, parce qu'il est il est extrêmement clair. Il avait été fait d'ailleurs dans une collection qui était la collection de l'APM, à l'époque, qui est le réseau Progrès du Management, que vous connaissez. Et enfin, pour ceux qui ont vraiment besoin d'avoir des conseils très concrets, parce qu'ils sont confrontés à un changement organisationnel, il est sorti en novembre dernier un bouquin c'est en fait... Les livres existaient déjà, mais ils les ont rassemblés en un seul. C'est un livre de John Kotter, KO de TER. Ça s'appelle « Réussir les 8 étapes du changement ». Donc le titre est pas très glamour. Mais en fait, le bouquin rassemble en fait 2 titres. Conduire le changement, et un autre était plutôt un conte qui s'appelait Alerte sur la banquise, et qui raconte comment est-ce que des pingouins font face à leur iceberg, à leur banquise qui est en train de rétrécir. Et réussir les 8 étapes du changement, en plus ça ramène en fait le changement à un certain nombre d'étapes très pragmatiques, très concrètes, et qui ont fait leur preuve, parce que Kotter a écrit ça il y a maintenant 20 ans, il a retravaillé son modèle au fil du temps, et pour moi c'est un des très 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 bons ouvrages sur le changement. D'accord, merci beaucoup. Philippe, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez des actualités ? Est-ce que vous avez un livre qui vient de sortir ?
En fait, moi, le dernier qui est sorti, il est sorti déjà il y a quand même en avril l'an dernier, mais c'était le dernier qui s'appelait L'art de changer de vie en 5 leçons, qui est sorti aux éditions Saint-Simon. Et voilà, donc il fonctionne tout à fait bien. Et alors je ne sais pas à quel moment quelle en sera l'actualité, mais en tout cas pour la fin de l'année 2019, c'est-à-dire pour novembre 2019, je ressors en fait, avec un titre un peu modifié, un contenu enrichi, un livre qui s'appelle Éloge de la vie audacieuse, que j'avais fait une première version il y a quelques années, que j'ai considérablement enrichi, et qui va ressortir donc sous ce titre Éloge de la vie audacieuse aux éditions Saint-Simon, probablement au mois de novembre. Voilà. Est-ce qu'on peut vous voir sur des conférences Alors, j'en fais beaucoup. J'essaye de conserver uniquement ce que je trouve est de qualité. J'ai un site internet purement en vitrine, qui n'a rien à vendre. Tout est en accès libre dessus. philippgabillier.com. Voilà, philippgabillier.com. Et au moins, je dis souvent aux gens, écoutez, tout n'est pas sur ce site, mais il y a quand même énormément de vidéos. Oui. Et toutes celles qui sont dessus, je les ai validées. Donc, généralement, en termes de qualité, en termes de contenu, j'assume ce que je raconte dedans. Oui, je recommande d'aller voir justement les différentes vidéos qu'il y a sur ce site. J'y suis moi-même allé, j'ai trouvé énormément d'informations. Merci Philippe. Bien, merci beaucoup Olivier, merci infiniment d'être venu jusqu'ici, jusque dans mon antre. Ce fut un plaisir. Et j'espère que notre conversation créera et va créer des déclics et au moins du plaisir chez les gens qui l'écouteront. Je l'espère, c'est le but de ce podcast. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le marquer 5 étoiles sur iTunes ou d'autres plateformes de podcast et parlez-en autour de vous. Merci encore et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Startup jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager autour de vous, d'en parler à vos amis, votre famille et vos collègues et de le noter 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast ou Google Podcast. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour vous inscrire à la newsletter et être au courant des nouveaux épisodes. C'était Olivier Morin, merci encore de votre écoute et à très bientôt.